Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un artiste aux multiples talents, acteur, réalisateur, dont le parcours dans l'industrie cinématographique française nous éclaire sur les enjeux de la diversité et de la représentation. Olivier Kissita, bonjour. Bonjour, merci pour l'invite. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ma première question, ça serait pour toi, Olivier, c'est t'as grandi dans une famille avec une mère guadeloupéenne, un père congolais, et t'es encore là pour en parler? Écoute, ouais, je suis encore là pour en parler. Et en plus, en parler avec beaucoup de fierté, parce que pour moi, c'est une richesse extraordinaire. Justement, tu veux nous parler un peu des valeurs que t'as apprises à la maison, cette éducation, etc., nous en donner un peu plus? Carrément, en fait, il y a plusieurs choses. Une des choses, c'était qu'il fallait faire, bien évidemment, c'est une phrase que tout le monde connaît, qu'il fallait toujours faire 2 fois plus que les autres, dans le sens où, bah, voilà, on, on nous voit arriver. Certaines portes peut nous sembler, comment dire, peuvent nous sembler fermées. Et donc, du coup, pour y arriver, plutôt que de rentrer par la porte d'entrée, rentrons par la fenêtre. Euh, by any means necessary, entre mille guillemets, quoi. Donc, des choses, par exemple, que je retiens. J'ai aussi, donc, surtout du côté de mon père, il y a cette influence très religieuse, très spirituelle. Mhm. Donc, voilà, garder une certaine rigueur, une certaine éthique. Voilà. Bon, ce sont 2 exemples. Je pourrais Ouais, parler jusqu'à demain matin, mais voilà, c'est des exemples qui me viennent dès, dès que j'y pense, quoi. d'accord. Si maintenant on donnait un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu de ton parcours, comment toi t'es rentré dans le cinéma, comment tout ça, ça a démarré en fait? Oui, carrément. Bah, je suis issu d'une famille très cinéphile. Mhm. Donc, on regardait beaucoup de films, on avait plein de cassettes. J'avais la chance d'aller assez régulièrement au cinéma quand j'étais petit. Donc, la première chose que j'ai voulu faire, c'était effectivement devenir acteur de cinéma. Et donc, notamment, ma mère m'a beaucoup soutenu. Donc, voilà, dès que j'ai pu, je suis allé faire des études d'art dramatique. J'ai fait aussi des stages, j'ai voyagé, etc. Donc, je me suis un peu formé et parallèlement, j'écrivais, j'essayais de me mettre en scène et tout. Euh, donc, je dirais que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, ça doit faire peut-être 17-18 ans que je gagne de l'argent avec le métier d'acteur Mhm. grâce à l'acting. Euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. Si tu nous parlais un peu de tes influences, parce que tu parlais de cinéma, d'acting, tout ça, qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans le cinéma? Quelles sont tes références? Alors, c'est une excellente question. Quand j'étais petit, je crois qu'il y a eu 2 courants qui m'ont vraiment inspiré. Donc, premièrement, il y a le courant un peu afro-américain au niveau donc des États-Unis. On a des réals comme Spike Lee, comme Tyler Perry. On a des Mhm. acteurs comme Denzel Washington, Wesley Snipes, Will Smith, Samuel L. Jackson. Voilà, moi je voyais souvent ça quand j'étais petit. Des films comme Malcolm X. Ce sont des films qui m'ont ou Un prince à New York justement avec Bien Eddie sûr. Murphy. Mhm. C'est Un classique. des classiques avec lesquels j'ai grandi. Euh, et parallèlement à ce courant-là, il y avait les films d'arts martiaux chinois des années 80-90. Donc, en plein de cassettes de Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, Bruce Lee. Euh, c'est un deuxième courant
vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré et donné de la motivation euh, enfin, en tout cas, ça m'a habité pendant très, 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 très longtemps. Et peut-être que je rajouterai une troisième aussi influence, c'est Oui. l'animation japonaise, Ok. les dessins animés. Les Dragon Ball Donc, Z, tout ça. voilà, tout simplement les Dragon Ball Z, les Ken le Survivant, les Chevaliers de Zodiac, les Ranma 2000, les Nicky Larson. Voilà. Les trois courants vraiment m'ont donné envie de faire du cinéma. Euh, ouais, je crois que ça vient de là. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un retour vers le futur. On va en 2015. Toi, en 2015, tu as eu le titre de Mister Afrique. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette J'ai... expérience, comment tu as atterri dedans et tout? Alors ça, c'est... à l'époque, je revenais des États-Unis parce qu'en fait, je faisais un film, un long métrage. J'ai mis 2 ans pour le faire, pour le Mhm, réaliser, et je l'ai auto. Donc le film, c'était un docu-fiction qui s'appelait YouTuber, qui parlait de la création de vidéos sur Internet, pour lequel mhm, j'ai beaucoup fait. Et en revenant, j'ai reçu un mail du comité qui me disait, qui me proposait de participer. Donc premièrement, c'est pas du tout mon corps de métier. Je suis vraiment pas à l'aise avec toutes ces histoires d'être modèle et tout. Donc au début, j'ai dit non. mhm. Et continuer mon utilisation. Et à un moment, je sais que ça m'est revenu en tête, mais pas pour que je le fasse et que je le gagne, mais plus dans l'idée de j'ai eu une proposition qui sortait, qui venait d'un comité jeune noir de France, Mhm. et je crois que je leur avais même pas répondu au début. Je me suis dit, ah, c'est dommage, ils essayent de mettre en valeur. Donc, le prix, c'était Mister Afrique Trans. Mhm. Donc, voilà, très certainement qu'ils n'ont pas beaucoup de, je sais pas, de contacts, de moyens, etc. Donc, je me suis Bien dit, sûr. au moins, réponds-leur et vas-y, quoi. Si tout le monde fait comme toi, ça va pas fonctionner. Donc, j'ai Mhm. pas du tout accepté pour gagner. Et donc après, j'ai fait voilà tout ce qu'on m'a demandé. C'était pendant peut-être, je sais plus, peut-être 2, 3 mois de préparation Mhm. pour la cérémonie. Et au final, j'ai gagné. J'étais le premier surpris. Mais ouais, ça m'a appris plein de choses et j'ai rencontré plein de gens. C'était cool. Ah, c'est génial. Une belle expérience. En plus, j'aime bien ce côté de soutenir la cause des autres. Si tu les laisses pas tomber, tu te dis, bah, si moi je les aide pas, qui les aidera en fait? Ma prochaine question allait être, comment t'as fini dans ce projet? Bah c'est ça, c'est que au tout début, au début, on m'a pas dit, on m'a pas expliqué toute la scène. Ok. Comme je t'ai dit, au casting, on m'a donné une ou deux réponses. Pour que j'ai vraiment toute la scène, il a fallu que j'attende des semaines, des mois. Mhm. Et comme je t'ai dit, même au final, le jour du tournage, la scène n'était pas calée. Ouais, ouais, je vois, Donc ouais. voilà, au début, j'ai dit oui pour certaines choses, mais au final, sur le Mhm. tournage, c'est pas du tout ces choses pour lesquelles j'ai dit oui. Et donc, j'ai dû dire non à Mhm. certaines propositions. En gros, ce que vous avez vu, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit de faire le jour du tournage. Il y a des choses auxquelles j'ai dit non. Je comprends, ouais. Du coup, quel souvenir t'en gardes, toi, en fait? De ce tournage. Ouais. Euh, je garde de ce tournage. Je suis dégoûté par rapport à Adèle parce que je Mhm. lui ai, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de parler. Mhm. Avec Adèle, il y a un accident incroyable. Euh, donc par rapport à la Corée, elle aussi, on l'avait répété pendant plusieurs semaines sur le Mhm. tournage, tout a été fait. Bref, il y a eu énormément d'imprévus, etc., etc. Et Mhm. donc j'en d'elle, je lui disais attention, il faut bien qu'on se cale et tout, parce que Mhm. et à un moment donné, Adèle me dit ouais, viens, on l'a fait à vitesse réelle. Et je lui dis t'es sûr? Parce que voilà, je sens que ça va être chaud et tout.
Elle me dit, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, là, on est bien et tout, et après, on tourne, ça va aller. Et on l'a fait à vitesse réelle. Elle est censée, à un moment, esquiver un crochet, elle esquive pas, et donc, du coup, il y a un impact. Aïe. Et en fait, moi, là, elle m'avait mis un coup de coude dans le nez, Mhm. et pendant qu'on tournait, c'était pas pendant des répètes, c'était pendant le. Et donc, il y avait eu ce coup. Et en gros, voilà, en gros, c'est les risques du métier, entre mille guillemets. Bon, je suis pas vraiment cascadeur, mais même en Mhm. tant qu'acteur, voilà, c'est possible. Et donc, quand il y a eu ce coup-là, bizarrement, c'est comme si j'avais repensé à ce qui s'était passé la veille et je me suis dit, oh, c'est rien. En gros, moi, j'ai eu le coup hier, il s'est rien passé. En un quart de seconde, c'est comme si je m'étais dit, ouais, bon, elle a eu ça. Je Mhm. suis désolé, mais il y a rien. Et en fait, elle est tombée. Il y a eu du sang. Et elle a eu une fracturée. Enfin, c'était un truc extraordinaire. J'étais vraiment, et donc je me suis vraiment mal senti. J'étais dégoûté pour elle. Euh, je me suis excusé des milliards de fois et tout. Et elle me disait, non, t'inquiète, c'est pas de ma faute. Même le régleur de compète, il disait que c'est pas de ta faute. Toi, t'as fait Mhm. le mouvement, c'était à elle D'esquiver. d'esquiver, quoi. Mais malgré tout ça, j'étais trop mal. Donc, c'est vraiment ça que je me souviens de ce tournage-là, c'est que la pauvre, son nez s'est cassé, quoi. Est-ce que vous êtes resté en bon terme après depuis? Ah oui, oui, oui. Bah, comme je t'ai dit, pour elle, c'est pas de ma faute. Pour le regard des cascades non plus. Et puis elle est cool. Tu sais, elle est très très simple, hein. Adèle, elle s'en fout de plein de choses. Donc on en a même rigolé, quoi. Tant mieux. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Tu sais, tu parlais du documentaire YouTuber. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment est née cette idée d'aller voyager dans le monde, rencontrer les autres youtubeurs un peu? Comment c'est né tout ça en fait? Euh, donc à l'époque, euh, je faisais des programmes courts sur Internet et Mhm, je me suis laissé avoir un peu par ce schéma-là au début, tu fais une ou deux vidéos, après tu vois qu'il y a mhm, du retour et qu'il y a de l'engouement, donc tu en fais trois, quatre, et après mhm, tu te retrouves obligé de faire des vidéos. Et à la base, c'était pas forcément ces vidéos-là que tu voulais faire. Moi, depuis que je suis petit, c'est du cinéma que je veux faire. mhm, Donc, les premiers contenus, on va dire, que j'ai mis sur Internet étaient très cinématographiques. mhm, Et à un moment donné, j'ai commencé à faire plus des programmes courts, plus de l'humour, etc. Parce que je voyais que ça fonctionnait encore plus sur ma chaîne. Je mhm, m'éloignais un peu de ce que je voulais. Donc, j'ai mis en suspens mon activité sur Internet et je me suis dit que j'allais reprendre des formats beaucoup plus ciné. Et donc, j'avais en tête des longs métrages. Et mhm, avant de faire, pour moi, la Voice, hein, c'est un peu le long métrage de fiction, le gros drame. Avant de me lancer dans un gros drame, je me suis dit que j'allais me lancer dans un docu. mhm, Et ce que j'ai fait, concession, c'est que j'ai fait docu-fiction. Il y a une grosse partie docu, mais aussi pas mal de scènes de fiction. Donc, c'est comme ça que est née l'idée. Et après, je me suis dit, par rapport au thème, par rapport à ce que je voulais montrer, euh, bah, que j'allais parler un peu de ce que je vivais. Parce que c'est vrai que j'étais comédien, mais j'étais aussi, en tout cas à cette époque-là, je faisais beaucoup de vidéos sur Internet. Et donc, j'ai essayé d'expliquer, en fait, comment on en arrive à faire des vidéos sur Internet, mhm. expliquer un peu ce mouvement qui était relativement jeune à l'époque, quoi. Le film, je l'ai terminé, je crois, en 2015, un truc comme ça. Donc, à l'époque, ouais, c'était plus neuf qu'aujourd'hui, quoi. Mhm. Moi, c'est à cette époque-là que je t'ai connu parce que j'avais découvert des vidéos que tu faisais à l'époque. Ça s'appelait Qu'on arrête de. Tu sais, genre qu'on arrête d'embêter les gens faibles dans le métro, qu'on arrête de draguer les filles, etc. et tout. Et d'ailleurs, il y a une très belle scène de combat, qu'on arrête d'embêter les gens faibles. C'est toi qui avais chorégraphié les combats dans cette scène? Ouais, qu'on arrête de s'en prendre aux plus faibles dans le métro. Oui. C'est l'une des seules vidéos où je me suis un peu autorisé à mettre de l'action. Ouais, j'ai chorégraphié et j'ai travaillé avec des amis, donc Moussa Sako, Hugo Barillet et mon troisième ami, oh, il va m'en vouloir que j'oublie son nom.
Ah, je suis dégoûté, mais Kefi, et le nom de famille, j'ai oublié. Je suis vraiment désolé, Kefi. Mais trois personnes en or qui, en plus, eux, dans le cinéma d'action, étaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus d'offres, avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Mhm. Mais ils se sont pris au jeu, et le jeu, c'était faire une vidéo Internet sans moyens dans la rue, cette vidéo, elle se faisait à la gare de Lyon, si je me souviens bien, enfin, en tout cas la scène d'action. Ouais. Donc ils se sont prêtés au jeu et franchement c'était cool quoi. Oui, parce que je voyais, t'arrivais à tourner dans le métro. Est-ce que c'était facile ou t'avais les autorisations ou c'était à l'arrache que tu faisais tout ça en fait? À l'arrache, j'ai jamais eu d'autorisation. À l'arrache, on allait là où on pouvait et quand Ouais. on nous disait de bouger, on allait dans une autre station pour tourner. Je me souviens d'ailleurs que plus tard, bien après cette période de vidéo dans le métro, j'ai eu un rendez-vous avec la RATP qui était Oui. intéressée. Et on a eu d'ailleurs plusieurs rendez-vous, mais ça n'a jamais été concluant. Il y avait toujours des problèmes de je sais pas quoi, de budget ou je sais pas quoi. Donc ça s'est jamais fait. Ah, c'est dommage parce que c'était une belle pub pour eux en tout cas. Très belle pub pour eux. Et autant ces vidéos, parce qu'à l'époque, il y avait des millions de vues sur YouTube, c'était pas aussi facile de faire des millions de vues à l'époque. Mhm. Euh, autant c'était vu par les gens qui me suivaient, autant même la RATP était Regardez. intéressée, quoi. Donc, Non, c'est génial. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Je t'ai vu dans différentes séries comme tu as joué dans Cut. Je t'ai aussi vu dans Cacao. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences? carrément, Cut, euh, je crois que c'est 2016. C'est l'un des premiers rôles, on va dire, un peu plus complexes, un peu Mhm. plus conséquents qu'on m'avait D'accord. proposé. Avant, c'était des rôles beaucoup plus légers. Mhm. Euh, Et en fait, bon, pour l'anecdote, pendant des années, j'ai essayé, donc j'ai fait plein de castings et tout, j'ai essayé d'avoir des rôles, c'était très compliqué. Et ce rôle-là, donc ce premier rôle un peu plus sérieux, je l'ai eu grâce à YouTuber. Je l'ai pas eu grâce à des castings ou grâce à mon réseau ou quoi. Oh, Je l'ai eu waouh. grâce à YouTuber. Donc j'ai fait ce film, donc j'ai fait un long métrage et après en indé, hein, j'ai Mhm. organisé plusieurs projets, dont une projo chez Google France, Mhm. avec qui on s'est mis d'accord que ça traitait de YouTube, de Google, de la création de vidéos et tout. Et lors de cette projection, j'avais invité plein de gens, donc des créateurs, des acteurs, des réals, des amis, de la famille et des gens du milieu, donc du milieu audiovisuel et Mhm. cinématographique. Donc bon, la plupart des personnalités que j'ai invitées ne sont pas venues, mais il y a une personne de France Télévisions qui est venue et après qui m'a proposé un rendez-vous chez France Télévisions. Donc j'y suis Mhm. allé. Et donc, lorsque j'y suis allé, on a France O qui m'avait proposé d'animer une émission que j'ai Mhm. faite, le Whatman Show. Et Mhm. après, pendant ce rendez-vous-là, il y a une personne en plus, qui a parlé comme ça dans sa barbe, hein, d'un casting. Et donc, direct, j'ai fait, de quoi vous parlez, le casting, machin? Ah, mais ça vous intéresse pas, le casting? J'ai fait, si, je sais, moi, je suis. Donc, j'ai fait le casting que j'ai eu. Et après, j'ai rencontré le producteur, et Mhm. enfin, l'un des producteurs. Et pareil, une autre petite anecdote, le producteur me disait, oui, tu sais, moi, à la base, ton rôle, parce que le rôle s'appelait Irfan, Mhm. oui, nous, on voulait un rôle d'origine maghrébine ou rebeu, un truc comme ça, parce que il n'y a pas de pays africain noir en guerre. Il me dit ça comme ça. J'ai dit pardon? Il me dit ah oui. Le rôle, il est censé sortir de son pays d'origine en guerre et venir à l'île de Réunion pour devenir un avocat. On aimerait bien que ce soit toi, mais ça n'existe pas. Donc je lui ai parlé de plein de trucs, y compris de la guerre en RDC. Bien sûr, au Congo, D'ailleurs, oui. à la fin D'ailleurs, à la fin de YouTuber, je parlais en 2015 de
des minerais de sang, des guerres, du génocide. Et donc, je lui ai parlé de la RDC, je lui ai parlé de mon livre, de mon film. Et du coup, après, ils ont parlé en interne, ils ont changé le personnage et ils m'ont pris pour le rôle. Mais ils ont gardé le nom Irfan, qui était un peu bizarre. Mais bon, bref. Donc voilà, Cut, c'était top parce que je suis parti 4 mois à l'île de la Réunion. Travailler sur une quotidienne, c'est très formateur. Tu dois apprendre très très vite. Tu dois comprendre les enjeux de la scène très très vite. Souvent, tu dois apprendre la veille pour le lendemain. C'était formateur et j'ai rencontré plein de gens. Pour Cacao, là, c'était mon premier rôle proposé en Afrique francophone. Donc, c'était magnifique, d'autant plus que depuis quelques années avant ça, je réfléchissais et je réfléchissais à une manière de travailler en Afrique. Donc j'étais parti pour mon long métrage YouTuber, j'étais parti donc du coup c'était en 2015 à Brazza et j'avais tourné. J'avais interviewé plein de gens et donc comme je t'ai dit j'avais parlé du fait que au Congo il y avait, cette guerre en fait par rapport au coltan, le coltan, le cobalt et tout, c'est Ouais, le cobalt, oui. des minerais qu'on peut utiliser pour les batteries, Les pour les téléphones portables. télés et pour les portables. Et donc l'une des problématiques de mon film c'était que on disait en fait, surtout à l'époque, on disait maintenant tout le monde peut faire des vidéos sur Internet. Maintenant, la création sur Internet est disponible pour tout le monde. On n'est plus obligé de dépendre de la télé, du cinéma. Et donc l'ouverture de mon film à la fin, c'était est-ce que réellement tout le monde peut le faire? Et c'est pour ça que j'ai intégré le côté africain et enfin en tout cas congolais quoi avec la guerre et tout. Euh, En 2015, j'avais déjà commencé à bosser en Afrique au niveau de la réal et tout, mais je voulais bosser en tant qu'acteur. Et donc, quelques années après, j'ai cette proposition, donc je suis super content. Et donc, je connaissais pas du tout la Côte d'Ivoire. J'y vais et donc je rencontre une grosse équipe, un projet vraiment extraordinaire, très bien écrit, avec des très beaux rôles. Des rôles complexes, des rôles principaux, des rôles valorisants. Donc, j'ai vraiment adoré la l'expérience, quoi. C'est réalisé par Alex Ogou, c'est ça? Non. Très bon réalisateur ivoirien Mhm. qui avait déjà fait d'autres projets. Il avait fait une série qui avait beaucoup marché, qui parle des microbes, donc les enfants à l'époque qu'on retrouve dans la rue un peu violents, dans la délinquance et tout. Donc le projet s'appelle Invisible et il avait vraiment bien fonctionné en Côte d'Ivoire. Et ensuite, il a suivi pas longtemps après avec Cacao qui a vraiment bien fonctionné aussi en Côte d'Ivoire et en Afrique en règle générale. Est-ce que toutes les scènes de Cacao ont été tournées en Côte d'Ivoire ou vous avez été à Toronto? Parce qu'il y a un épisode qui se passe à Toronto, mais j'étais pas sûr si c'était juste des images que vous avez prises ou si vous êtes vraiment allé sur place en fait. On a tout tourné en Côte d'Ivoire, mais on a des décors qui peuvent faire croire qu'on est à l'étranger, quoi. D'accord. Mais ouais, c'est ça là. Cinéma. La magie du cinéma, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours en tant que réalisateur. Tu sais, as réalisé un moyen métrage qui s'appelait L'art de la guerre des sexes. Est-ce que tu peux nous parler un peu quel était le message que tu essayais de transmettre derrière? Alors, l'art de la guerre des sexes, ça parle, en fait, c'est deux couples d'amis qui se retrouvent lors d'une soirée appartement un samedi soir, euh, et en fait, il s'avère que ils se mettent à sortir un peu les dossiers, un peu tous les trucs qu'on veut garder secrets,
Tout est sorti et mis sur table et voilà. Et puis vers la fin de l'histoire, on se rend compte que cette soirée appartement a priori anodine est beaucoup plus spéciale que prévu. Donc j'ai voulu parler des couples en Mhm. règle générale. J'ai voulu parler de la confiance. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Euh, j'ai voulu parler du côté un peu contemporain du couple, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Et je voulais aussi mettre en avant une femme noire, Mhm. parce que je trouve que c'est trop rare, dans un rôle valorisant, dans un rôle d'être humain, tout simplement, pas de cliché du noir, Bien sûr, ouais. fantasme de la... Euh, voilà, c'est grâce à ce projet-là que je voulais un peu toucher à tout ça, parce que pour moi, c'était très important. Et je suis content parce que le film, il a beaucoup voyagé en festival, il a gagné plusieurs prix, Mhm. euh, il a aussi été diffusé sur TV5 Monde. J'avais fait une avant-première en Côte d'Ivoire et après j'avais commencé une tournée bon, qui a été arrêtée à cause du Covid, mais une tournée africaine. J'avais fait Abidjan, Lomé, Ouagadougou. Mhm. Euh, je voulais aller au Congo, je voulais aller au Sénégal et tout, mais bon, bref. Euh, c'était vraiment un très beau projet. Et les retours que tu as eu sur ça, comment le public avait accueilli ce moyen métrage? Les gens ont beaucoup aimé. Mhm. Euh, les gens, ce que j'adore moi dans les films, c'est les twists. Et donc dans ce film, il y a un twist. Je sais pas si c'est un spoil de le dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais on a beaucoup parlé de la fin. Et l'une des choses que je voulais en fait, c'est que vu que c'était quelque chose que j'ai pas eu de financement pour le faire, etc. On l'a Mhm. fait avec Kiss Films et un ami à moi aussi qui a coproduit, donc Aziz Mhm. Aboudra, qui est aussi un comédien. En fait, l'une des choses que je voulais, c'était que, comme on n'avait pas beaucoup de projets, de financement pour ce projet, donc on avait un budget restreint. Je voulais miser sur le jeu plutôt que, je sais pas moi, les effets spéciaux ou Mhm. la multiplication des plans en extérieur. Ou voilà, je voulais euh, qu'on dise que le film est bien, notamment grâce au jeu d'acteur qui est très bon. Étant donné que le film est un huis clos, Mhm. l'une des choses difficiles quand tu es dans un huis clos, donc quand il y a un seul lieu, une seule unité de lieu, l'une des choses qui est compliquée, c'est que très vite, ça peut être soporifique, très vite, ça peut Mhm. être ennuyeux. Bien sûr, On a l'impression que c'est un peu, voilà, ça fait pas rêver. c'est ça. Euh, on reste au même endroit, donc c'est ennuyant, quoi. Et donc, on a beaucoup répété avec les comédiens. Mhm. Euh, pour que ce soit crédible, pour qu'on ait l'impression, en tant que spectateur, de participer à cette fameuse soirée appartement entre amis. Et Mhm. moi, au niveau du scénario, j'ai essayé à chaque fois donc le film, il fait 35 minutes, 36 minutes, je crois. J'ai essayé à chaque fois de mettre des temps forts et de les répartir de manière un peu homogène pour Mhm. qu'on s'endorme. Donc, par rapport au retour, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai même pas eu l'impression qu'on était au même endroit, tellement j'étais dedans. La C'est fin, cool. on m'en a beaucoup parlé de la fin et tout, donc voilà, j'étais très content. Ah bah, c'est génial, ça fait un beau travail là-dessus alors. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ta vidéo qui tourne en ce moment sur Internet, qui fait un peu le buzz. La vidéo, ça s'appelle Je suis un acteur noir en France, où tu abordes un peu les thèmes de la diversité, l'absence de la représentation des noirs dans le cinéma. Peux-tu nous en parler? Comment cette idée est née? Quel est le message derrière? C'est quoi tes motivations? Euh, Alors, premièrement, il s'agissait de rendre hommage, en fait, aux acteurs que je connais, que je côtoie, dont j'ai entendu parler et qui font partie de cette communauté d'afro-descendants qui travaillent en France, mais dont on ne parle pas souvent.
qui sont sous-représentés, etc. Après, deuxièmement, je dirais qu'il y a tout simplement cette trend que tout le monde connaît depuis quelques mois. Je suis trois petits points, bien sûr que trois petits points, qui vise à Mhm. lister les clichés d'un point de vue un peu humoristique. Je Mhm. suis grand-mère, bien sûr que mes enfants me demandent de l'argent toutes les semaines ou mes petits-enfants me demandent. Donc voilà, j'ai vu cette trend et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de se l'approprier. Mhm. Et après, je dirais aussi que j'essaye à chaque fois de mettre un minimum de messages dans ce que dans mes réalisations. L'art de la guerre des sexes, youtubeur. En fait, j'essaie à chaque fois de lier la forme au fond, l'utile à Mhm. l'agréable, quoi. En fait, pour moi, juste faire un truc parce qu'il est drôle, je trouve que c'est un peu dommage. Que Mhm. forcément, il pourrait y avoir de la place pour placer un petit message. Donc c'est un peu pour tout ça, je crois, que la vidéo est née. Bah, moi, j'aimerais déjà te remercier pour cette belle vidéo parce que déjà, tu as permis de mettre en lumière des acteurs noirs qu'on ne connaissait pas forcément en fait. Parce que nous, la liste, elle peut se limiter à Omar Sy, comme tu dis, si t'es 9e dalle, Pascal Zidi, mais après, tu vois, le reste, on ne connaissait pas du tout en fait. Ouais, bah c'est malheureux. Après, bon, nous ne sommes que des acteurs, donc Mhm. j'imagine qu'il y a plus important dans la vie de tout un chacun. Mais le cinéma, c'est important pour plein de choses. La représentation est importante. La représentativité est très importante. Du coup, il faut, quand on peut, je pense que c'est important qu'on puisse rendre hommage Mhm. aux personnes qui travaillent souvent dans l'ombre, qui sont victimes de plein d'injustices. Euh, En tout cas, là, en l'occurrence, c'est même pas réellement objectif, vu que moi-même, je suis acteur et je travaille avec, avec cette liste Mhm. que j'ai il y a à la fin de ma vidéo. Donc, pour moi, c'était une évidence d'essayer de mettre en lumière ces gens-là et de mettre en lumière ce qu'on vit. Alors après, Mhm. ça reste sur un ton drôle, humoristique. Mhm. Hein, je suis pas un homme politique. Je Mhm. suis pas, moi, je reste un acteur qui réalise aussi. Mhm. Mais pour moi, c'est important, quoi. Oui, je comprends. Tu veux pas avoir ce rôle de porte-drapeau en fait, comme on dit. Voilà, c'est pas mon métier. Mhm. C'est pas ma passion, c'est le cinéma. Euh, euh, et peut-être que ma deuxième passer des messages, je peux. Première passion, Mhm. j'étais là pour si je peux faire changer les choses entre mille guillemets à travers mon cinéma, Bien sûr. c'est super. Mais je cherche pas non plus à devenir voilà politique, créer un parti, voilà, Mhm. ça m'intéresse pas ça. Tu sais, au début de l'émission, tu parlais un peu de tes influences américaines. Selon toi, justement, qu'est-ce que l'industrie française pourrait apprendre comme approche des Américains? Tu sais, quand on regarde les films américains, bah, le noir, il va être policier, il va être juge, il va être avocat, il va être médecin. Selon nous, qu'est-ce que nous, on devrait modifier pour avoir un peu cette approche? On devrait s'ouvrir tout simplement parce qu'on est très conservateur en France. Mhm. On est conservateur ici et on est conservateur dans rouge. Euh, Ceux qui ont les clés, j'ai l'impression qu'ils sont vieux, vieillissants, et C'est ça. qui appartiennent à la même. euh, donc, mais sauf que la vie, elle continue, que la jeunesse est là, euh, que le métissage est là, qu'on est dans une société ouverte, mondialisée, bref. Donc, il faut qu'on s'ouvre,
qu'on devienne beaucoup moins conservateur, Mhm. et qu'on puisse arriver à voir la valeur de tout un chacun. Donc, on est en France. Si on est une majorité de blancs en France, et ben, les blancs, c'est super. Il y a de la valeur chez vous, mais il y a aussi de la valeur dans tous les autres, chez tous les autres Français, Mhm. parce qu'ils sont français aussi. Et donc, Bien sûr. si on a réellement cette idée d'égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, bah, ça voudrait dire que lorsque tu es français, Mhm. tu es libre, tu es égal, et tu dois faire preuve de fraternité comme tous les autres. Mhm. Donc voilà, je pense que donc d'ailleurs pareil, souvent on dit oui mais c'est pas la même histoire, oui mais ceci, cela. C'est vrai que c'est pas la même histoire, mais il y a des caractéristiques qui sont communes, qu'on le veuille Mhm. ou non, qu'on veuille bien le connaître ou non. Et l'une des caractéristiques communes, c'est que ce sont deux terres, les États-Unis et la France, deux terres où on a pris euh, une grosse partie de Noirs, on les a mis ici, on les a fait Mhm. travailler. euh, et, euh, et en fait, ces Noirs maintenant font partie du paysage à part entière, font partie de Mhm. la société, ont les mêmes droits normalement que les autres. Donc, on devrait pouvoir les retrouver euh, au même endroit que les autres. Mhm. Et on devrait pouvoir les retrouver de manière aussi valorisante que les autres. Voilà, moi je pense que même si aux États-Unis il y a plein de problèmes, Mhm. même Bien si sûr. que la population noire est victime de racisme, de brutalité policière, de plein de Mhm. problèmes. Euh, En tout cas, on a eu des personnalités qui ont réussi à s'intégrer, à être respectées, Mhm. qui sont soutenues et qui sont diffusées mondialement. Et Mhm. c'est pas aussi évident en France. Par exemple, quand on compare les deux cinémas n'ont rien à voir. Donc, bien évidemment que il y a des complexités en France qu'il n'y a pas là-bas. Mhm. Mais je pense que c'est toujours, si on a par exemple une vraie politique volontariste d'intégration, de représentation, etc., de tout le monde, et du coup des Noirs aussi, je pense que ça pourrait avancer un peu plus vite. Mhm. Si on a une prise de conscience de la part de tous, y compris par exemple, je sais pas, je prends un exemple, les sportifs de haut niveau noirs, Mhm. euh, Oui, ce sont des personnes qui investissent beaucoup dans des ONG bien et c'est sûr. super bien. Mhm. Le cinéma, euh, euh, je sais pas si si on est tous conscients de l'importance du cinéma. Je ne sais pas si on est tous conscients du privilège que confère un cinéma puissant. Je Mhm. dis souvent, pas les États-Unis sans Hollywood. Grâce à Hollywood, il y a eu l'établissement de l'American Way of Life de manière mondiale. Bien sûr. Il y a un soft power extraordinaire dont jouit les États-Unis, notamment grâce à Hollywood. Et il y a eu Mhm. des moments où les films, les images, les publicités ont été clairement, concrètement, des outils de propagande. Bien sûr. Donc, je me dis que c'est à ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma, c'est important Mhm. dans l'imaginaire pour stimuler la jeunesse, etc. Donc, si la communauté noire est mal représentée donc dans le cinéma, dans l'audiovisuel, Mhm. euh, en fait, on part avec euh, c'est comme si on partait débiteurs en fait par rapport à Bien sûr. d'autres personnes qui sont Mhm. bien, en tout cas qui sont mieux représentées. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, t'as répondu à la question, ça me permet même de rebondir parce que ce que tu dis là sur la représentation, c'est très important. Je sais pas si tu te rappelles de l'époque quand Disney avait sorti La Petite Sirène.
et que c'était une actrice noire qui jouait la petite sirène. Et quand tu voyais toutes ces vidéos sur Instagram ou TikTok de jeunes filles noires qui découvraient pour la première fois la petite sirène va être noire, juste le regard dans leurs yeux, ça disait tout en fait. Voilà, c'est ça. Euh, c'est, en fait, c'est indispensable pour le bon fonctionnement de l'enfant. C'est indispensable pour la structuration d'un peuple, d'une nation, le fait de pouvoir se retrouver d'un point de vue valorisant, en masse. Mhm. Euh, Par exemple, juste pour cet exemple-là, il nous montre plein de problèmes qu'on n'a pas réglés. Premièrement, qu'on n'a pas l'habitude de voir des actrices noires en Mhm. rôle principal dans des grosses productions. Si on avait l'habitude, toutes ces jeunes filles n'auraient pas fait ces vidéos. Elles auraient dit, ouais, Mhm. normal, comme on Bien dit, sûr. quoi. Deuxièmement, donc là, en l'occurrence, la petite sirène, à l'époque, il y avait beaucoup de, oui, c'est une histoire scandinave ou je sais plus C'est quoi, ça. d'où des noirs et tout. Donc, peut-être que la petite sirène de Disney vient du Nord, mais la logique de sirène, les histoires, la mythologie de la sirène, en termes d'antériorité historique, on a de quoi faire en Afrique. Bah oui. Les histoires de Mamie, les histoires d'esprit dans l'océan, les Ouais. chants que certains, etc. Ça, il y a plein d'histoires comme ça en Afrique. Il y a plein de contes en Afrique. Il y a plein de récits comme ça en Afrique. Bien plus anciennes Mhm. que cette histoire connue de la petite sirène de Disney. Donc, le monde, il est comme ça. Le monde, il ne fait que s'inspirer d'autres choses, ne fait que reconduire certaines choses. Mais il faut pas non plus oublier, premièrement, d'où l'idée je ne sais pas si ça vient de base dans l'Afrique, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que en Afrique, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sont très anciennes. Il faut pas oublier, des fois aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César, entre Bien guillemets. sûr. Ou Mhm. à Mamadou, enfin, tu as compris. Ce que je veux dire, c'est que il y a souvent, on emprunte à une communauté, Mhm. on efface, lance, et on dit, ouais, ça vient de nous, et à partir de maintenant, ce sera comme ça. Alors que non, les gars, faites vos recherches, Bien sûr. respectez tout le monde. Bien Et sûr. l'idée, c'est en conflit, en compétition, et être euh, exclure les autres Mhm. communauté, être en conflit, etc. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que chacun puisse jouir Bien sûr. de sa propre histoire et de sa propre représentation, en fait. Mhm. Et, et vouloir tendre à ça ne veut pas dire être dans l'exclusion des autres, rentrer en conflit, vouloir, toi, t'es chez toi, moi, je suis chez moi. Non, c'est Mhm. que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Donc, on devrait tous pouvoir être représentés de manière valorisante, on devrait tous, à un moment donné, être en rôle principal dans des très belles histoires, et on Mhm. devrait tous pouvoir inspirer de manière positive nos enfants. Mhm. Non, non, c'est beau ce que tu dis même par rapport à l'Égypte. Quand tu disais qu'on a effacé l'histoire et après qu'on a dit maintenant l'histoire c'est comme ça, tu peux prendre l'exemple de l'Égypte. Quand tu prends l'Égypte ancienne, bah, on était là, tu vois. On nous a effacés, on n'existe plus. Et moi j'aime bien justement Michael Jackson, tu sais, quand tu regardes le clip Remember the Time avec Eddie Murphy, etc. Ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Personne s'attendait à ça en fait. Et apparemment, il avait demandé que Spielberg ou je Ouais, sais le plus réalise. qui, Financement, oui. donc il a mis ses propres fonds Mhm. pour faire ce film. Il a bossé avec Singleton, je crois, John Ouais, Singleton, ouais. et les stars que tu as citées, et il a fait un film, et il a fait un film, pour moi c'est Bien sûr, c'est un film. extraordinaire, et personne ne l'a refait. Donc c'est voilà, après l'idée, parce que souvent on entend, ouais, vous êtes des afrocentristes, ouais, vous. En fait,
en fait, c'est souvent ça, hein, d'ailleurs, hein, pour noyer le poisson et ne Mhm. plus écouter le fond, Mhm. on entend des histoires de afrocentrisme, euh, complotiste, on nous écoute plus, et Bien sûr. pour nous censurer, on nous balance ce genre de mots. En fait, l'idée, c'est même pas de tout recentrer sur l'Afrique ou quoi, c'est par exemple, il y a des personnalités qui, elles, sont appréciées et qui sont même apprises à l'école et tout. Donc, on a Mhm. des intellectuels grecs, parce que la Grèce est censée être l'endroit où est née la réflexion, la démocratie. Et ben, on a des personnes de ces périodes-là Mhm. qui expliquaient elles-mêmes. Donc ça, il y a plein de témoignages comme ça, il y a plein de livres, il y a plein de citations où on réalise que ces personnes qui sont elles-mêmes très valorisées dans la culture occidentale, ces Mhm. personnes elles-mêmes expliquaient que leur grande inspiration, leur grand respect, elles témoignaient de leur grand respect pour l'Afrique et pour l'Égypte. Bien sûr, oui. Et ces personnes-là, bien avant les périodes de la colonisation, ou même certaines fois pendant ces périodes où, bah, en fait, on était dans une ère de racisme décomplexé Mhm. et de mercantilisme infernal. Enfin, bon. Même des fois, dans ces périodes-là, et bah, ces personnalités arrivaient à euh, expliquer de manière objective Mhm. d'où venaient certaines connaissances. Elle restituait la valeur du noir. À cette époque-là, la valeur du noir, elle Bien n'était sûr. pas au mieux. Donc, voilà, c'est pas une histoire d'afrocentrisme, c'est pas une histoire de nous c'est mieux, vous c'est moins C'est ça. bien. C'est une histoire de voilà, essayons d'être un minimum ouvert d'esprit, Mhm. essayons d'être un minimum respectueux des autres. Et voilà, comme on dit, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Moi, j'ai le C'est droit ça. aussi de vouloir me valoriser, de mettre en avant mon histoire, de mettre en avant mes personnalités, mes héros. Mhm. Et toi, tu as le droit, mais sans que ça empiète sur moi, quoi. Mhm. Mais j'aime beaucoup parce que tout à l'heure, au début, tu parlais, c'était souvent une question d'habitude parce que les gens ne sont pas habitués à voir tel personnage noir ou tel quelque chose comme ça. C'est comme ça me fait penser à la polémique qui est en ce moment sur Aya Nakamura, qui va peut-être chanter pour les JO. Comment toi tu réagis par rapport à ça? On est où? Malheureusement, on n'est même plus surpris. À chaque fois qu'il y a ce genre de fait divers, on n'est même plus surpris. On est bien évidemment dans une société raciste, mais l'idée, c'est que personne n'a envie de se voir traité de raciste. Mhm. Donc, on évoque des raisons qui sont vraiment ridicules pour essayer, bah là, en l'occurrence, de dévaloriser Aya Nakamura. On invoque, oui, elle écrit mal, oui, elle est vulgaire. Alors j'ai vu, oui, elle est euh, donc violence conjugale ou je sais pas quoi. Mhm. Est-ce qu'elle a été condamnée? J'en sais rien, mais en tout cas, on fait correspondre le nom Aya Nakamura à des choses qui sont dévalorisantes. Bien sûr. Alors déjà, les gars, parce que moi, on en parle, donc ça me permet peut-être de m'exprimer. Mais c'est Mhm. vrai qu'au jour le jour, j'essaie de passer parce que franchement, si je m'arrêtais à chaque fois, Mhm. je pèterais ma tête, quoi. Mais bon, les gars, donc ces, toutes ces personnalités de la musique et de la chanson française, donc Mhm. toutes les listes là, que soi-disant, eux, ils sont super bien acceptés et eux devraient être la figure française lors des JO et Mhm. tout. Et tous ces gens-là n'ont aucune condamnation, sont des Vierges Marie. Il y a eu combien d'histoires extraordinaires, Mhm. des dingues.
et même la Edith Piaf elle-même, Bien sûr. il y a des choses toutes belles. Bref, j'ai pas envie non plus De rentrer de dedans, oui, je comprends. salir des monuments. J'ai pas envie de rentrer dedans, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des faux arguments. Elle écrit pas, mais elle sait pas écrire. Mais qui sait vraiment écrire? Et d'ailleurs, qui es-tu pour dire qu'elle écrit pas? Bien sûr. Moi, pour très bien, euh, elle, elle répond en fait à une génération qui kiffe tout simplement Bien comment elle sûr. parle, comment elle s'exprime. Mhm. Toi, si tu sais pas, ça veut dire quoi, Pookie ou je sais pas quoi, eh ben c'est toi. Mais qui a dit que des millions d'autres jeunes ne vont pas comprendre ce que ça veut dire Pookie? Qui t'a dit qu'elle savait pas écrire? Peut-être que Mhm. justement, elle écrit de sorte à être la première française la plus écoutée au monde. Bien sûr, allez, oui. Pour moi, c'est des faux arguments. Et Mhm. heureusement, euh, parallèlement à toutes ces personnes qui vont sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé pour salir son nom, et que au final on se rend bien compte que l'air de rien derrière il y a un peu toujours cette dimension raciste. Mhm. Heureusement que par rapport à eux il y a des gens qui s'expriment et qui expliquent clairement que non, il y en a comme moi, c'est l'une des personnes les mieux placées Mhm. lorsqu'on regarde son influence, lorsqu'on regarde ses chiffres, Mhm. lorsqu'on regarde même elle est parfaite, elle est Bien parfaite. sûr. Mais moi, la seule chose qui me gêne, tu sais, c'est quand je regarde les plateaux télé en ce moment et qui parlent de cette affaire de Aya Nakamura. Mais tu regardes dans les plateaux télé, tu dis, mais il y a, le problème est sur le plateau en lui-même parce qu'il y a un manque de représentation dans les plateaux. C'est que des hommes blancs ou des femmes blanches qui en parlent. Tu te dis, mais on n'est pas crédibles, les gars. Je crois qu'ils s'en rendent même plus compte. Nous, on le voit parce que, l'air de rien, on est victime de ce postulat. Mais eux, dans leur toute puissance et dans leur dans ce privilège dans lequel ils baignent, ils s'en Mhm. rendent même plus compte, je crois. Euh, et, euh, et après, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ce genre de polémique les fait exister. Bien sûr. Euh, on les voit sur un plateau télé, ça reste une chaîne, ça reste une émission, ça, en fait, c'est du business. Pour que ça Mhm. tourne, il faut qu'on ait des choses à raconter, même quand elles sont racistes. Plus c'est raciste, d'ailleurs, plus les gens, plus Bien ça va sûr, faire vous des cliquez. vues. Mhm. Les, 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 les articles dans des unes ou quoi, faut que le truc vende, Mhm. faut que ça se. Ouais. Donc, je pense ils se confortent dans cette posture de critiquer gratuitement, superficiellement, Mhm. tout en étant entre eux. L'air de rien, je pense que c'est un système, c'est une équation, c'est un truc qui fonctionne bien. Bien sûr, oui. Euh, donc voilà, nous, en l'occurrence, on est souvent victime de propos racistes, on est souvent victime de sous-représentation. Mhm. Mais malheureusement, c'est peut-être que c'est pas bénéf pour nous, mais c'est bénéf pour eux en tout cas. Bien sûr, ouais. Mais après, j'ai l'impression que toi, de ton côté, tu essaies de faire avancer les choses. Tu as créé Kissita Film il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'était quoi? Pourquoi? Euh, donc, juste avant la création de ma boîte de production qui s'appelle Kista Films, je faisais, je produisais en fait, c'était ça que je faisais. Je produisais, je Mhm. réalisais les choses en auto-entreprise, quoi, En en, indé? oui, j'étais indépendant, voilà. Mais bon, déjà, premièrement, il faut un minimum de structuration pour créer, surtout quand tu es en France. En France, il faut vraiment répondre à tel appel d'offres, envoyer ton numéro de SIRET. Il y a plein de dossiers à déposer administrativement. Voilà, il faut gérer. Donc, Mhm. quand tu es indé, eh ben, tu n'existes pas. Ensuite, plutôt que de rester dans une position un peu attentiste et victimaire, tu vois, oui, on n'a pas de rôle, C'est nanana, ça. et bah donnez un rôle, moi je suis là et tout. Très tôt, comme je te disais, je me suis mis en scène, j'ai écrit, je me suis Mhm. rapproché de collègues et j'ai essayé de mettre en place des choses. Donc c'est dans la même
idée, en fait, c'est dans la même lignée. La création de cette boîte de prod, c'est ma volonté d'aller plus loin. Euh, et donc, me concernant personnellement, c'est vrai que artistiquement, euh, je suis, j'ai tendance à mettre en avant des histoires noires, Mhm. des, des rôles noirs, valorisants, euh, noirs français, noirs euh, au-delà de la France, donc en Afrique aussi par exemple. D'ailleurs, j'ai deux projets qui avancent bien et des projets magnifiques. Je Ok. suis sûr que quand ça va sortir, mais c'est vrai que notamment, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que notamment ça met en avant les histoires noires, ça met en avant des castings noirs. Et Mhm. donc voilà, c'est comme ça que Kista Films est né. Et en fait, j'avais fait une petite soirée où je disais de lancement pour mon entreprise. Et l'une Mhm. des phrases que j'avais, c'était, je crois que c'est Confucius qui disait, une image vaut mille mots. Mhm. Donc, d'un bon film, quid d'une bonne série? Tu prends n'importe quel livre d'histoire, donc tu le feuilles, tu le feuillettes, tu le Mhm. lis, tu regardes, tu apprends des choses. Tu prends un bon film que tu aimes, donc je sais pas, l'acteur, tu l'aimes bien, ou l'histoire, tu l'aimes bien, j'en suis persuadé que tu retiendras beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace dans le long terme ce que tu auras vu euh, de, à travers ce film, quoi. Je me souviens, par Bien sûr. exemple, une anecdote, j'avais regardé avec donc un ami à moi, Aziz Aboudrar, là, que j'ai cité plus tôt, qui est Mhm. aussi acteur et qui a coproduit notamment L'Art de la guerre des sexes, ont regardé des épisodes de Viking. Oui. Et Viking, c'est une série donc c'était sur Netflix, je Ouais, crois. Netflix à l'époque, oui, oui. Ragnar et tout, voilà, la vie des Vikings et tout, mais c'est une fiction. C'est une fiction. D'accord? C'est sur Netflix, c'est une fiction. Et donc, je discutais avec mon pote, et à un moment, pendant qu'on regardait, mon pote, il dit ah ouais, Ragnar, il était comme ça, il ressemblait à ça, c'est dingue. Et je le regarde direct, je fais mais. Alors il fait non, 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 mais oui, c'est une fiction, je sais. Et Oui. donc, rien que cette interaction, elle m'a montré la puissance Du des images. cinéma, Ça veut dire bien que sûr. l'image est plus forte que ton intellect, l'image est plus forte que ta raison. Tu Mhm. peux te dire pendant toute ta vie, toute la journée, tu peux te dire Jésus n'était pas blanc avec le Mhm. brushing, avec le petit bouc rasé, nanana. Tu peux te le dire 100 ans. Et Mhm. ben quand tu parleras de Jésus, tu auras l'image des Que tu as films, vu. tu auras Mhm. l'image des représentations, tu sais, le beau gosse, un peu Brad Pitt. C'est cette image-là que tu auras. Mhm. L'image est plus forte que la raison. Bien sûr, oui. Non, c'est très important. Dans cette réflexion-là que je me suis dit, il faut qu'on continue à se structurer et il Mhm. faut qu'on ait des boîtes de production, des réals, des diffuseurs, voilà. Donc sans exclure les autres. Mais vu qu'on est mal représenté, il faut que la structuration, elle vienne de nous-mêmes, quoi. Mhm. Non, non, c'est tout à ton honneur. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle de promotion. Tu m'as parlé quelques projets tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui arrive, où est-ce qu'on peut te suivre pour tenir un peu informé nos auditeurs? Euh, alors, en tant qu'acteur, là, par exemple, je suis censé partir pendant quelques mois pour la saison 2 de Cacao, Oh, félicitations. qui a merci beaucoup. Et en tant que réal, auteur, avec Kista Films, je prépare deux projets. Donc, il y a une série qui s'appelle Origine. Donc, c'est sur la fondation du royaume Congo. Donc, c'est une fiction. Tout à l'heure, je parlais de Viking. Mhm. Voilà. Voilà. Et il y a un autre projet. Donc là, cette fois-ci, c'est un long métrage qui s'appelle Back to Africa. Mhm. Euh, comme le nom l'indique, comme le titre l'indique, Mhm. ça parle d'Afrique, ça parlera de France. Il y aura un casting
Donc afro, mais pas que, hein, bien évidemment, il y aura des très beaux rôles aussi caucasiens. Et, Mhm. euh, et ça mettra en lumière, ça mettra en valeur la Côte d'Ivoire. Ah, super. Ça, c'est un beau projet, ça. Merci Et beaucoup. maintenant, si on parlait de tips, tu sais, c'est la partie où on donne des conseils un peu. Si on faisait un retour vers le futur, quel conseil tu donnerais au petit Olivier à 8 ans qui veut devenir acteur? Euh, de croire et de miser sur lui. De croire en lui et de miser sur lui. Ça, c'est un beau conseil, ça. Oui, et c'est ce que, quand j'ai la chance de faire des petites masterclass et tout, Ouais. c'est ce que je dis aux gens parce que on a souvent tendance, moi le premier, à vouloir Mhm. faire comme les autres. Donc, je parlais des États-Unis tout à l'heure, Mhm. euh, mais en réalité, euh, quand tu pars de toi et de ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler. Bien sûr. Il y a beaucoup, c'est quand tu essayes de reproduire quelque chose qui t'est extérieur que c'est Mhm. dur. Ouais, ouais. Ils le disent en anglais, c'est fais quelque chose que t'aimes et t'auras l'impression de jamais travailler toute ta vie, en fait. Voilà, c'est plus ou moins ça. Et je pense que on a tous de la valeur, on a tous un truc bien. Donc Mhm. l'idée, c'est de le valoriser. Et si tu arrives à valoriser quelque chose que tu fais bien, c'est sûr que ça va intéresser autrui. Bien sûr, ouais. Et ma dernière question, ça serait comme tu as grandi avec une mère guadeloupéenne et un père congolais, du coup, est-ce que tu parles lingala et créole? Alors malheureusement, non, pas du tout. Mes deux parents m'ont toujours parlé en français. Ouais. Euh, j'ai d'ailleurs principalement vécu avec ma mère. Mhm. Euh, donc l'idée c'est que déjà ma mère elle-même parlait pas créole, donc Mhm. encore moins lingala. Bien Et sûr. mon père, toute ma famille congolaise me parle jusqu'à présent tout le temps français, 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 français. Ouais, ouais. Ouais, Je, c'est je connais, je, co- malheureusement. je connais un peu parce que moi j'ai grandi avec des parents congolais aussi, c'est que ils voulaient absolument, ils mettaient l'emphase sur le français. Ça veut dire que ma mère, elle me parlait en lingala, mais moi je devais répondre en français. Et si je répondais en lingala, elle n'était pas contente. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien, tu vois. Mais au moins tu comprends bien lingala. Ouais, au moins je comprends bien, ouais. Au moins je comprends bien. En tout cas, Non, c'était un... T'as dit quoi? non, mais je disais le lingala, le kikongo, le lari. J'ai entendu des bribes, mais Ouais. on m'a jamais parlé, on m'a jamais appris. Et Mhm. quand tu grandis dans un climat, dans une famille où on parle régulièrement la langue, tu l'intériorises, tu Bien l'intègres sûr, ouais. sans t'en rendre compte. Bien sûr, oui. Avec la Euh, culture, avec la musique, etc., j'imagine. voilà. Et En, en tout cas, c'est- Olivier, c'était un plaisir de parler avec toi. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir à l'émission, nous parler de ton parcours, de ton histoire. C'est vraiment inspirant. Bonne chance pour tes projets à venir et continue le travail extraordinaire que tu fais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je te dis À la merci, on se rappelle. prochaine. À bientôt, Olivier. Ciao, ciao.